Le loup, quel animal social est-il? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, un cinéaste, un film, le réalisateur Jean-Michel Bertrand est notre invité. Montagnard, écologiste, voyageur de l'Islande ou encore l'Irlande à la Mongolie en passant par la Sibérie. Vertige d'une rencontre en 2010 sur le grand aigle, un oiseau difficile à attraper qu'il va traquer pendant 5 ans, sera son premier long avant qu'il devienne le premier à filmer des loups sauvages. Après La Vallée des loups, Marche avec les loups sort en salle aujourd'hui. Réalisé dans le prolongement du précédent, il a choisi cette fois de suivre le loup nomade hors des frontières de la vallée des Alpes où il l'avait regardé évoluer en meute. Les louveteaux ayant grandi, ils doivent laisser leur place au prochain, partir et quitter la protection de la meute. Notre invité imagine leur itinéraire, anticipe leurs pas pour mieux les suivre. Derrière sa caméra, on est donc à la fois dans les traces et dans la tête du loup. Marche avec les loups, bande-annonce. J'ai envie d'en savoir plus sur ces jeunes loups nomades. Moi aussi, je vais quitter la vallée, partager leur voyage solitaire. Je vais suivre mon intuition. Le loup aussi doit suivre ses intuitions. Pipi de loup, sur 200 mètres, il y en a partout. Là, il n'y a pas de doute, je suis sur le territoire d'une meute. Le jeune loup va pas traîner dans le secteur. Là, tout près de nous, la magie, le mystère et les réponses à nos questions les plus fondamentales sont partout. Bonjour Jean-Michel Bertrand. Bonjour Olivia. Bonjour. Quand un sujet de curiosité devient-il pour vous un projet? Quand est-ce que vous en faites presque une obsession? Vous l'avez déjà raconté avec l'aigle que vous avez suivi, que vous êtes allé filmer dans Vertige d'une rencontre. Ça vous a pris au moins 5 ans de votre vie. Il n'a pas été tout de suite accessible. Il a fallu le chercher, le repérer, le trouver, puis l'observer. Quand un sujet de curiosité devient pour vous un projet, comment ça se passe? C'est vraiment un projet de vie. Et c'est un moment où après avoir eu... En fait, j'ai eu 2 vies. J'ai eu une première vie où j'ai bourlingué, j'ai fait des films à droite à gauche, à l'autre bout du monde. Et c'était gratifiant, c'était bien. Je voyais des gens... C'était une belle vie, on va dire. Et ce qui est fou, c'est que chaque fois que je quittais ma petite vallée des Hautes-Alpes, dans laquelle j'ai toujours vécu, chaque fois que je partais, j'avais la boule au ventre et j'avais le cafard. Et j'avais envie de raconter finalement ce que je pouvais vivre moi-même dans cette vallée, toutes ces émotions par rapport à cette nature sauvage, à ces animaux, à l'aigle, qui était un fantasme d'enfance et de jeunesse. Et du coup, à un moment, j'ai décidé de tout envoyer balader et effectivement de partir pour faire un film, mais qui ne soit pas un film animalier, qui ne soit pas un film sur l'aigle, un film qui raconte le chemin. Le chemin d'un enfant, quelque part, ou de l'adulte que je suis devenu, mais qui est fasciné par toute cette nature et donc cette immersion quelque part, c'est ce que je fais finalement au travers de mes films aujourd'hui. Et c'est le cas encore avec Marche avec les loups, ce n'est pas un film animalier. Pourquoi? Aussi parce que vous êtes au centre du dispositif, au centre de l'image. C'est votre regard, votre perception, votre subjectivité aussi que vous traduisez dans cette rencontre avec la nature ou avec l'animal. L'homme est au cœur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'étais toujours un petit peu gêné de voir ces films animaliers, entre guillemets, où on voyait de super images d'animaux, on savait pas trop comment c'était fait, ce que ça racontait. Et donc, je me disais, mais il y aurait moyen de mettre du vrai cinéma quelque part et de raconter une vraie histoire au travers de tout ça. Et donc, j'avais fait cette esquisse, on va dire, avec Vertige d'une rencontre, en essayant de me filmer moi-même et de raconter mon chemin quelque part, pour que les gens s'identifient à moi. Et j'ai trouvé que finalement ça fonctionnait pas si mal, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un tout autre registre. On est dans l'émotionnel, on est dans la quête, on est dans le partage. Alors oui, je me mets en scène, mais je pense pas que ce soit par ego. On me l'a eu reproché, il y a eu quelques personnes qui me questionnent, mais pourquoi tu te mets en scène? Non, moi j'ai envie de me mettre en scène juste
pour que les gens s'identifient. C'est ça qui pour moi est intéressant. Et c'est pour ça que je joue aussi un petit peu les anti-héros. Voilà, je suis pas le gars qui réussit tout et qui voit les loups en claquant dans les doigts. Non, pas du tout. Ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de montrer ce chemin avec les fêlures, avec les doutes. Et voilà, tout simplement. Voilà, c'est vous le passeur. Voilà, passeur, voilà, c'est tout à fait ça. Et là, la fêlure, elle est dans votre voix ce midi, cette voix off qui est présente dans tous vos longs, donc on le disait, de Vertige d'une rencontre en passant par La Vallée des loups jusqu'à Marche avec les loups aujourd'hui, sur le principe de la confidence. Vous enregistrez vraiment votre voix en situation ou c'est une reconstitution après? Alors il y a les deux, il y a de tout. Il y a de tout, hein. J'enregistre, voilà, je suis des fois complètement en live, en situation, et après des fois quand c'est trop pourri, parce que j'ai quand même une voix limite, quand c'est trop pourri, on refait évidemment en studio, mais on a ce côté assez artisanal, je dois dire, même dans la façon de réaliser ce type de film. C'est-à-dire qu'on est sur des films de cinéma et en fait avec des équipes ultra restreintes. C'est-à-dire que je passe beaucoup de moments tout seul. J'ai Marie Amiguet, la directrice de la photo, la chef opératrice qui vient me filmer de temps en temps. Donc on est en équipe ultra légère et j'essaie justement de garder cette voix qui est la mienne pour être au plus près de l'émotion et de ce que je vis. Oui, ça ressemble parfois à un monologue intérieur. À qui parlez-vous dans ces moments-là? À l'enfant qui est en vous, à celui qui pourrait se décourager pour vous donner justement du courage? À qui vous adressez-vous? À quelle part de vous? Je crois que je m'adresse évidemment à moi, à l'enfant et à l'enfant que je suis toujours resté, je crois, parce que j'arrive à 60 ballets, mais franchement, j'ai l'impression d'en avoir toujours 12, parce que mon moteur, c'est vraiment l'émerveillement, la curiosité, c'est vraiment quelque chose qui me tient, et je dis souvent que le loup m'emmène. En fait, le loup m'emmène parce qu'il m'emmène à me questionner, évidemment, parce que lorsqu'on s'intéresse au loup, lorsqu'on essaie de le filmer, 90% du temps, on ne le voit pas, bien sûr. Donc on réfléchit, donc on regarde les fourmis, donc on regarde les petites choses, donc on se questionne finalement. Il y a toute une réflexion philosophique sur cette façon d'être dans la nature et de s'ennuyer pendant des semaines, pendant des mois, en essayant de voir un animal. Et là, je m'adresse à moi-même en réflexion, oui, de questionnement. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je suis par rapport à ces fourmis? Je regarde les fourmis, je prends ma loupe. Je me dis, mais c'est Robocop, ce truc, c'est incroyable. Après, je regarde les étoiles et je me questionne. Et c'est juste ça que j'ai envie de raconter. Le loup étant... Alors c'est vrai que je suis le passeur, mais le loup, c'est lui qui m'emmène. Chapitre 1, La Vallée des loups, votre précédent long métrage. Qu'est-ce que vous en avez appris? Là, l'idée, c'était d'observer la meute, et notamment les louveteaux, les enfants, la manière de vivre. Donc, pour comprendre en quoi ce nouveau film est le prolongement du précédent, La Vallée des loups, qu'est-ce que ça vous a appris? Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a déjà appris sur moi-même. Ça m'a appris que j'étais capable de passer des semaines et des mois au bivouac, à dormir dehors, même si je le faisais déjà, hein, et que je l'avais fait déjà avec les aigles, et que je suis montagnard, et que j'ai toujours pratiqué ça. Mais là, ça a été beaucoup, beaucoup plus. Et puis, j'ai appris à attendre, et j'ai appris de cet animal, c'est-à-dire cette espèce de... le côté besogneux du loup. C'est-à-dire que je le connaissais pas, cet animal. Et le fait de le voir sur le terrain, de se dire que les adultes, en fait, passent leur temps à essayer d'aller chasser, de ramener de la bouffe pour emmener les louveteaux à l'âge adulte, enfin, en tout cas dans la vie, un peu comme on le fait nous. Alors je veux pas évidemment identifier les loups aux humains, mais il y a un côté très famille chez les loups, et j'ai appris ça. Et franchement, quand je regardais les loups dans la nature, qui s'occupaient de leurs petits, qui venaient sur le site de rendez-vous apporter de la nourriture, je me disais, ils sont besogneux, ils font le job, quoi. Ils sont là. Et ce que je me disais aussi, qui était très fort, c'est que ce que je voyais là, avec ce retour des loups dans les Alpes, peut-être qu'une autre personne le voyait il y a 2000 ans ou 20 000 ans, au même endroit. Parce que ces endroits, c'est des endroits que les animaux ont choisis. Alors oui, les loups ont disparu pendant 80 ans, mais il y a 100, 200, 500 ans, sur les mêmes secteurs, il y avait peut-être déjà des sites de reproduction, de rendez-vous. Et donc c'est aussi un voyage dans le temps. Quand on est à l'affût comme ça, quand on observe, on ne perd pas totalement la notion du temps. Vous l'avez gardé? Le temps est différent. Je trouve que c'est un luxe complet de s'ennuyer.
Aujourd'hui, on est évidemment, dans tout le monde et dans cette frénésie d'infos et de tout. Et moi, je me sens quelque part trop bien quand je sais que j'échappe à ça complètement. Alors effectivement, le temps passe différemment et on s'émerveille de pas grand-chose. Et c'est ça aussi, c'est ce que le loup m'apporte, c'est-à-dire que je suis obligé de faire ça pour essayer de voir et de filmer les loups. Et du coup, ça amène de l'eau à mon moulin, si j'ose dire, émotionnel. C'est-à-dire pour raconter des choses aux gens. Cet ennui, c'est le fait de regarder, le fait d'être émerveillé, puis le fait de se questionner, bien sûr. Alors dans la vallée des loups, est-ce que la meute vous avait repéré? Est-ce qu'il y a eu une coexistence entre eux et vous? Alors coexistence, là, il faut faire attention justement parce moi je suis pas du tout là-dedans évidemment, mais les loups ne sont pas les aigles. Quand on travaille avec les aigles ou qu'on veut filmer des aigles, on monte de nuit, on se met au bivouac, à l'affût, on se cache. Et si on se cache bien, l'aigle ne nous voit pas et on peut le filmer sans le déranger. Voilà. Les loups, c'est pas pareil. Les loups vous sentent, les loups savent que vous êtes là. D'accord, donc ils savaient, ils vous ont toléré d'une certaine manière. Voilà, donc voilà, c'est tout à fait ça, ils tolèrent. Et donc c'est pour ça que je dois être très rituel et que ça met beaucoup de temps. C'est-à-dire que je fais pipi toujours aux mêmes endroits, parce que eux marquent leur territoire en faisant pipi. Donc je ne dois pas me cacher, je ne dois pas les surprendre et les inquiéter. Donc je joue cache. Je suis là, je fais pipi, je dors là. Mais évidemment, si je dors 2 fois là, ils vont pas avoir le temps de quoi que ce soit. Ils vont dire, tiens, un ramasseur de champignons, et puis voilà. Alors donc, je dors là pendant des semaines, pendant des mois, et ça a duré 3 ans pour la vallée des loups. Et au bout d'un moment, ces loups, qui sont un peu des commères, qui font le tour du territoire pour voir ce qui se passe en posant les pipis, voir s'il n'y a pas d'autres loups parce qu'ils protègent leur territoire, viennent voir le gars qui est couché là, sous l'affût, parce qu'il fait partie un petit peu du décor, ils viennent surveiller. Donc effectivement, il y a une forme de tolérance, mais je rentre pas du tout dans une forme de complicité, et surtout je l'évite, parce que le loup n'a pas que des amis évidemment, et que le but n'est pas de les rassurer par rapport aux humains. Alors pourquoi la suite du voyage? Pourquoi ce deuxième film, Marche avec les loups? C'est une autre aventure, c'est un autre voyage où vous étiez quand même un peu resté sur votre faim et il y avait encore des choses à comprendre, importantes pour vous. Des points d'interrogation, une énigme que vous vouliez résoudre. Ouais, vraiment, je crois que la vallée des loups, ça a été une expérience personnelle énorme, parce qu'immersion, tout seul, 3 ans, bon, avec Marie aussi, qui venait me filmer, mais bon, ça a été comme ça une très grande immersion, mais on était dans la nature sauvage, dans ces grands équilibres biologiques, il n'y avait pas d'humains, il n'y avait pas de problème. Mais les loups bougent, les loups ne supportent pas d'être trop nombreux sur le même territoire, donc il y a toujours ces phénomènes de dispersion et de territorialité. Et en fait, c'est en accompagnant le film précédent dans les salles de cinéma et en débattant avec le public, j'ai fait plein de séances comme ça, que je me suis dit, mais attendez, là, il faut prolonger le truc. Il faut prolonger, il faut raconter la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est la dispersion. Et donc, ce qu'engendre cette dispersion, c'est-à-dire les problèmes que ces jeunes loups peuvent rencontrer en croisant d'autres loups sur d'autres territoires. Donc c'est très risqué pour eux. Le premier ennemi du loup, ce sont les autres loups. Et la question, évidemment, évidente, qui empiète sur le territoire de l'autre, de l'humain et de la nature. Le loup en étant le symbole. Je veux dire, le loup, c'est le symbole du sauvage par excellence. Donc si on arrive à tolérer cet animal, on aura beaucoup progressé. On vous voit dès l'ouverture du film en train de faire des petits dessins sur une feuille blanche, tenter d'anticiper, d'évaluer par où le loup, le jeune loup va passer. De quelle base théorique vous disposiez avant d'entreprendre ce voyage filmé? Quelle distance parcourent les loups, notamment? À quelle vitesse? Jusqu'où vont-ils chercher? Tout ça, vous aviez déjà à peu près ces éléments-là? Je suis passionné par l'animal, alors je lis pas mal de choses, mais j'avais un vieux naturaliste quand j'étais petit qui vivait dans les Hautes-Alpes et qui me disait, tu sais Jean-Michel, tu dois aller voir sur le terrain, tu regardes ce qui se passe et après tu lis des livres, voir si c'est vrai ou pas. J'aime bien cette idée-là de travailler sur le terrain en fait. Donc j'avais des idées bien sûr, mais le déplacement des loups, la dispersion des loups, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans Science, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a une publication qui dit un loup mongol a parcouru 7300 km en une année. 7300 km en une année. Donc vous voyez, ce pouvoir de dispersion est incroyable. Et le grand mystère, il est là. Parce que, évidemment, les loups se dispersent, les loups bougent, mais ils ne s'arrêtent pas forcément tout près.
Des fois, ils s'arrêtent à 20 km, à 30 km, et vous avez des loups qui vont faire 2000 km. C'est fréquent. Mais quand est-ce qu'ils s'arrêtent alors? Quand est-ce qu'ils savent qu'ils doivent ou peuvent s'arrêter? Ça, il faut leur demander. Vraiment, c'est le truc. On ne sait absolument pas. C'est la subjectivité. C'est complètement aléatoire. Et puis attention, quand ils s'arrêtent, il faut aussi qu'ils rencontrent un compagnon ou une compagne. C'est-à-dire que dans cet aléatoire, il faut qu'il y ait une rencontre possible. Donc vous avez des loups qui errent pendant des années. C'est qu'on ne s'arrête que pour refaire famille ou refaire meute. Non, c'est pas si simple, parce que là, oui, dans l'absolu, ça peut être ça, bien sûr, c'est dans l'idéal, et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais vous n'avez pas que des dominants qui partent. Donc vous avez aussi des loups qui partent, et qui réussissent à se faire admettre dans une autre meute, parce qu'ils sont assez soumis, et qui viennent donner un coup de main dans une meute étrangère. Puis vous avez des loups qui vont provoquer les dominants d'une meute étrangère, et qui vont soit les virer de leur place, de leur statut, soit se faire tuer. Parce qu'ils ne font pas de cadeaux entre eux. On est chez les grands prédateurs qui s'autorégulent. Donc c'est quand même assez rude. Mais il y a vraiment toutes sortes d'individus. Les seuls endroits par lesquels les jeunes loups peuvent quitter la vallée, ce sont les cols. Ça fait 4 passages possibles. 4 cols à mettre sous surveillance. Je vais aller y poser des caméras automatiques. Si quelque chose passe devant, elle se déclenche immédiatement. Et en plus, je vais recevoir directement les images sur mon téléphone. J'ai hâte de voir si ça fonctionne. Ça va, j'en ai. Ah, voilà, je vous propose un café pour Voilà, le loup c'est convivial, la grande table. Oui, je sentais pour réchauffer les voix. Au lavage, c'est un jeune, il est tout seul au col. Il vous regarde droit dans les yeux par écran interposé, ce jeune loup. Vous venez de recevoir une photo. Un mot de ce dispositif qu'on entend expliquer là dans cet extrait, de ce dispositif de caméra automatique que vous avez élaboré. Qu'est-ce qu'il vous permet pratiquement ? C'est hyper utile. Je l'avais déjà eu, ce dispositif, dans la vallée des loups. En fait, c'est hyper utile parce que c'est des caméras automatiques qui déclenchent, à la chaleur, en fait, donc au mouvement. Quand un être vivant passe, ça déclenche. Et donc, ça permet de voir passer les loups ou d'autres animaux, évidemment. Et j'adore ce côté espion de la nature, c'est-à-dire que j'ai mon dispositif de caméra et elle me raconte ce qui se passe. Et dans le meilleur des cas, en plus, quand on a la chance d'avoir un peu de réseau, de la 3G, on peut recevoir des photos directement sur le téléphone. Mais ça, c'est pas toujours. Alors nous, on en a fait une règle dans le film pour le côté narratif, bien sûr, pour qu'il y ait ce déding qui déclenche, et voilà. Alors, parfois ça fonctionne, et puis parfois il faut aller soi-même sur le secteur où est la caméra pour relever, voir ce qui s'est passé. Mais pour moi, ces caméras, donc, elles ont un côté pratique, mais elles ont aussi un côté poétique. Ah, moi, j'adore. Je veux dire, elles nous racontent des choses. C'est-à-dire que quand je suis dans ma grotte pendant 3 semaines à attendre qu'il se passe un truc, je suis plutôt pas mal dans ma grotte, même si je m'en fume un peu de temps en temps et tout. Et dehors, il y a la tempête. Et les caméras sont placées là. Et elles vivent la tempête. Et avec ces systèmes de neige qui s'envolent, de grands vents et tout, elles déclenchent parfois. Et elles me racontent cette tempête. Elles me racontent ce qui se passe pendant mes absences. Et j'ai voulu les mettre en scène. J'ai voulu les faire jouer dans le film. Et je trouve que ça raconte vraiment des choses. Il y a un vrai côté poétique et il faut assumer, enfin pour moi, j'assume complètement le fait qu'elle soit d'un petit peu moins bonne qualité qu'évidemment nos grosses caméras de cinéma, même si la qualité est surprenante, je trouve. Et je les assume pour qu'elles rentrent dans la danse et qu'elles nous racontent des choses. Donc j'adore cet intermédiaire. Et quand cette photo tombe avec le regard du loup qui vous fixe et qui s'est tellement approché, apparemment, en tout cas de la caméra, que lui-même a l'air de l'observer. On ne sait plus qui regarde qui, en fait. C'est ça qui est étonnant dans cette image. Là, c'est lui qui vous cherche, presque. Là, c'est vraiment le côté, on va dire, quand la réalité rattrape la fiction, quoi. C'est-à-dire que moi, évidemment, je pose mon dispositif de caméra automatique et j'espère qu'une chose, c'est qu'un loup passe, que je puisse le voir passer. Et ce qui se passe les 3/4 du temps, évidemment, c'est que vous avez un loup qui passe à 3-4 mètres ou 10 mètres, vous le voyez passer, puis voilà. Et donc, moi, ça me suffisait pour déclencher, en fait, une fois qu'un loup passe, paf, je peux quitter la grotte et je peux suivre ses traces pour voir où il va, comment il quitte le territoire. Et là, ça n'arrive jamais. J'ai un loup qui vient, il se met devant la caméra, il vient flairer, il vient sentir et on entend son souffle et tout ça. Et là, c'est des cadeaux. C'est pas prévu, un truc comme ça. Et ça arrive à ce moment-là. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Des fois, on a de belles récompenses.
Vous avez parcouru combien de kilomètres pour ce film documentaire, Jean-Michel Bertrand? Je sais pas, en fait, beaucoup de kilomètres, mais j'ai terminé à 300 kilomètres de là où je suis parti. On va dire que je suis parti des Alpes, je suis arrivé dans le Jura. J'aurais pu aller un peu n'importe où, hein. J'aurais pu aller en Biélorussie, j'aurais pu retourner en Italie, parce que les loups naviguent partout. On a des exemples de loups qui ont traversé le Danube à la nage, qui erraient de nuit sur les bretelles d'autoroute de Hambourg. On a des trucs comme ça avec des loups équipés de GPS. Donc moi, j'avais pas de loups équipés de GPS, donc j'ai suivi un chemin qui est un chemin intuitif, on va dire, avec des indices. C'est-à-dire qu'on a vu un exemple assez marquant d'un jeune loup subadulte qui avait voulu traverser Grenoble et qui s'était fait tuer par une voiture dans la zone commerciale, en pleine zone commerciale sur la voie rapide. Ça veut dire que des loups tentent le coup, ils tentent de traverser. C'est ça leur force à ces loups. Et donc évidemment, c'était un passage obligé pour moi que de suivre le chemin de ce loup qui s'est fait tuer là, il y a 6 ans à peu près. Mais d'autres loups ont dû réussir à passer. Et je me suis arrêté dans le Jura, le pays des lynx. Vous savez où ils sont tous vos loups aujourd'hui? Ceux que vous avez suivis? Vous savez, je les ai suivis en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un côté fictionné. Bien sûr, je ne peux pas suivre le loup de chez moi au Jura en lui courant derrière. Bien sûr, donc il y a un travail parallèle, mais je ne sais pas où ils sont ces loups. Mais ce que je sais, c'est que des loups sont arrivés dans le Jura. Alors on ne va pas spoiler le film, bien sûr, mais il s'est passé des choses incroyables à la fin, des choses aussi où la réalité a complètement dépassé la fiction. Parce que lorsque j'allais vers le Jura, j'espérais avoir des indices, ça avait déjà été le cas il y a quelques années. Hein. Il y avait eu des indices de passage, de loups dispersés, de loups solitaires. Puis j'ai eu de sacrées surprises. Mais on va pas en dire plus, quand même. Si on raconte qui est le criminel, on est foutu. On va pas donner les clés effectivement du crime, mais quand même, on va raconter la scène ensemble jusqu'à 13h30. Jean-Michel Bertrand, vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui même de votre film Marche avec les loups, qui fait suite à La Vallée des loups, sorti il y a 3 ans de mémoire. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Du loup, vous dites, Jean-Michel Bertrand, il enrichit mes rêves. Ça, c'était dans La Vallée des loups. Ou encore, les loups m'ont fait grandir. Entre le loup et vous, il y a quoi en fait? Quel lien? Comment vous pourriez décrire la nature du lien qui vous unit aujourd'hui? Le lien, l'intérêt, je sais pas. Le loup est tellement difficile à observer dans la nature. Le loup est tellement discret, que déjà chaque rencontre est un cadeau et une émotion extraordinaire. Et comme je le disais, le loup m'emmène, donc le loup me pousse à m'immerger dans la nature de façon incroyable. J'aurais jamais cru vivre ça. Et en plus, pour moi, le loup, il est révélateur de plein de choses. C'est-à-dire qu'on a plein de niveaux d'approche de cet animal. D'un côté, il y a l'enquête sur place, avec mes fameuses caméras automatiques, mes bivouacs. On cherche les empreintes, on se questionne. Là, on est un peu dans un polar. Et puis après, il y a cet ennui dont je parlais tout à l'heure, ce temps qui passe, et cette contemplation, et ces questionnements sur la nature. Et puis, il y a aussi le côté politique, parce que le loup est politique. C'est-à-dire que le loup, quand on s'intéresse au loup, on découvre l'humain, avec ses délires, avec ses peurs, avec ses fantasmes, avec ses fractures. Et donc, là, c'est complètement passionnant. C'est pour ça que j'ai du mal à passer à un autre animal, parce que déjà, cet animal-là me permet de contempler tous les autres, y compris les fourmis. Parce que voilà, il m'emmène dans la nature et en plus il m'oblige à discuter de problèmes de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le greenwashing, on parle de biodiversité partout, on a envie que la nature soit respectée. Mais quand on commence à parler du loup, tout le monde se bloque, ça grince, parce que le loup dérange, évidemment. Le loup met la pression sur les éleveurs ovins, bien sûr, hein, sur les troupeaux. Et donc, le retour de cet animal prédateur, opportuniste, qui met la pression, ça pose des problèmes, évidemment. Et c'est une évidence que ça pose des problèmes. Donc tout ça, ça ouvre à discuter autrement. Le loup interroge et le loup fait peur. C'est aussi ce que nous disait le philosophe Baptiste Morisot, auteur de Sur la piste animale. Il souligne tout ce que le retour
retour du loup aiguise comme sentiment contraire. Le retour du loup, je dirais, fait saillir les représentations les plus profondes que nous avons de la nature. Et les représentations profondes, mais aussi contradictoires. De fait, en effet, ça passe par l'animal, mais qui est ici un emblème, l'animal sauvage en particulier, un emblème de la question de comment on se rapporte au sauvage et comment on se rapporte à toute cette nature qu'on ne contrôle pas, qu'on ne domine pas, qu'on n'a pas domestiquée. Donc c'est de ce point de vue-là, il me semble qu'on peut étendre le diagnostic à quelque chose de beaucoup plus large, qui est le monde vivant. Et ça s'entend d'ailleurs dans le propos des protagonistes de cette question, qui ne prennent pas seulement position sur le loup, ils prennent position sur, par exemple, d'un côté, notre droit incompressible à être maître, possesseur et prééminent sur tout le reste du vivant, ou de l'autre côté, au contraire, la thèse suivant laquelle on est seulement un membre, je dirais, de la communauté du vivant, et les loups en particulier seraient par exemple des êtres purs, sauvages et libres qu'il faudrait maintenir à distance sans interagir avec eux. Avec la peur du loup, la peur du sauvage ressurgit, dites-vous, dans le film Jean-Michel Bertrand, et donc pas tellement autre chose que ce que dit dans cette relation contradictoire, paradoxale, Baptiste Morisot à l'instant. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi cette peur du sauvage? C'est-à-dire qu'on on est dans notre ADN, en fait, dans l'ADN de nos civilisations, on a un rapport un peu particulier à la nature. C'est-à-dire qu'on a un rapport de domination et de nature, si j'ose dire, à la carte. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu une nature à la demande, sous contrôle, depuis très longtemps. Et ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Et donc, le retour du loup, justement, exacerbe tout ça. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez un animal qui n'est plus maîtrisable et qui met évidemment la pression, comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, on retourne vers une nature à la carte. C'est-à-dire que on entend dire, ah ben oui, nous on veut bien des cerfs, on veut bien des chevreuils, bon les sangliers pullulent, on ne sait plus trop qu'en faire, mais on ne veut pas de loup. Alors que dans la nature, si vous avez des proies, vous avez des prédateurs qui vont avec. Et si le retour du loup s'est produit, c'est pas à cause des bobos écolos ou de qui que ce soit. Si les loups sont revenus, c'est parce qu'il y a eu tout un concours de circonstances qui fait qu'il y a eu protection de l'animal en Italie dans les années 1970. Et parallèlement à ça, il y avait l'exode rural qu'on a subi dans les campagnes. Et puis après cet exode rural, il y a eu aussi de vastes plans de replantation d'arbres partout, parce qu'il y avait de l'érosion, parce que les montagnes étaient surpeuplées au XVIIIe siècle. Les ongulés sont revenus, le loup a été protégé, il est revenu. Donc déjà, je trouve que c'est fabuleux quand déjà, si tout le monde arrivait à admettre ça, c'est-à-dire de sortir des postures et de dire le loup est là, c'est l'État, c'est les écolos, etc. Non, le loup est revenu pour ça. Il est revenu quand? En France, c'était au début des années 90? Ouais, 92, les premières. Après plus de 70 ans de disparition, ou peu de traces. Hein. Et aujourd'hui, reste que sa présence inquiète, voire ne réjouit pas pas mal de monde sur le territoire français, et c'est le cas notamment des éleveurs qui restent très hostiles à la présence du loup. Plus de 10 000 brebis tuées l'an passé, dit-on. On va revenir sur une attaque de loup en Savoie, c'était à l'été dernier, en 2019. Dans ce fond de vallée des Écombes, déjà 4 attaques ont eu lieu cette année, dont la dernière et la plus meurtrière remonte au 21 juillet dernier. Si en surface on ne voit qu'une vingtaine de cadavres, c'est bien plus d'une centaine de brebis qui a péri, affolées par le prédateur. Le troupeau appartient à plusieurs éleveurs de Lozère et du Mont Ventoux. Son berger occupe l'alpage de la Case Blanche depuis 21 ans. Le préjudice subi remet en cause l'équilibre économique de son exploitation. Je ne suis pas pour l'éradication totale, encore une fois. Je pose la question, mais comment est-ce qu'on peut faire pour cohabiter dans de telles conditions? Parce que là, c'est du harcèlement, vous voyez. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et je suis tout à fait reconnaissant de toutes les aides qu'on peut nous accorder, mais là, je crois qu'on atteint les limites du système, quoi. Un système qui ne satisfait visiblement personne, et ce n'est pas l'augmentation du nombre de loups pouvant être tués qui va arranger les choses entre syndicats d'éleveurs et associations de protection. Ce n'est pas une satisfaction. Nous, on n'est pas là pour un nombre de loups tués. Nous, le loup, à la rigueur, s'il serait, il ne nous embêterait pas, il ne nous dérangerait pas. Enfin, je veux dire, s'il n'irait pas tuer nos animaux, pourquoi on n'est pas contre le loup? On est contre qui massacre notre travail.
Voilà, on n'est pas pro ou anti-loup, on n'est pas contre le loup, on est contre le fait qu'il massacre notre travail, dit cet éleveur. Comment organiser la cohabitation? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialogue entre ceux qui défendent la présence du loup dans nos vallées et ceux qui s'y opposent pour tenter de maintenir en vie leur troupeau? Ben là, je trouve que la réaction est super. La réaction de cet éleveur, elle est très mesurée. C'est-à-dire que le gars, il est un peu paumé, quoi. Il sait pas que faire. Lui, le loup, il s'en fiche qu'on en tue pas. Lui, il ne veut pas être embêté. Alors, ce qu'il faut voir, moi, je me définis pas comme spécialiste autoproclamé. J'ai juste une expérience de terrain, parce que je vis dans les Hautes-Alpes, donc je côtoie les éleveurs, les bergers, puis je les rencontre sur le terrain et dans les salles de cinéma. Et je dois vous dire que moi, ce qui me rend plus optimiste, c'est qu'une fois que l'animal est accepté, c'est-à-dire que déjà, comme ce que le disait ce monsieur, bon, il est là, il faut essayer de faire avec, on se rend compte qu'il y a des techniques qui fonctionnent quand même pas mal. C'est-à-dire que quand on arrive à trouver les bons chiens, les bergers, la présence humaine et aussi les lieux où on peut se permettre de faire pâturer ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans des zones forestières, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin voilà, il y a plein de petits détails de terrain qui font que ça marche plus ou moins bien. Mais je dois vous dire que nous, dans les Hautes-Alpes aujourd'hui, on a eu beaucoup d'attaques cet été sur des troupeaux non protégés ou mal protégés, uniquement parqués, où il n'y avait pas de chiens ou de choses comme ça. Et lorsque vous avez une protection complète, ça marche plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est toujours gênant. Moi, je suis pas là pour dire aux éleveurs, le loup, super, vous allez voir, on claque dans les doigts, tout va bien. Je pense que tout le monde est en train de chercher. Mais ce que je prône vraiment, c'est l'acceptation de la cohabitation qui est de toute façon inévitable. Ce que vous appelez ce partage nécessaire, en fait, entre les deux territoires, un territoire plus sauvage et le territoire occupé par les hommes, entre les activités humaines et le respect des espaces sauvages. C'est tout à fait ça. Et puis en plus, le loup, comme je le disais tout à l'heure, tous les feux sont au vert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ongulés sauvages, il y a beaucoup d'espaces, de forêts et autres. Donc les loups, ils sont là, ils seront là. On ne les éradiquera plus. C'est terminé pour l'instant, en tout cas. Donc la cohabitation est certaine, on va dire, inévitable plutôt. Donc c'est plutôt dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que quand vous voyez, moi je vois des éleveurs qui sont aigris, qui refusent la cohabitation en disant c'est impossible et tout ça, ben on sent qu'ils n'avancent pas parce qu'ils sont mal, vraiment mal. Et j'en vois qui sont en dépression, mais réellement en dépression parce que ça les dépasse complètement. Et ceux qui sont dans les mêmes conditions, qui travaillent sur les mêmes terrains, avec les mêmes problématiques de présence du loup, et qui acceptent ça et qui cherchent à protéger et à avancer, même si c'est pas simple, ils sont beaucoup plus sereins. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Voilà, il y a un côté humain dans tout ça. Donc, attention à la stigmatisation et aux conclusions rapides. Parce que, comme vous le dites aussi, le partage du territoire n'est pas dans l'ADN de nos civilisations. Depuis bien longtemps, la règle est plutôt à l'asservissement de la nature. Bien sûr. Et le jeune loup, lui, n'a qu'à bien se tenir. On terminera avec les mots du naturaliste suisse Robert Hénard, que vous citez là encore dans votre film, Jean-Michel Bertrand. J'ai l'infini à ma portée, d'où mon irrépressible révolte lorsque je vois supprimer la nature. On me tue mon infini. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Marche avec les loups. Votre film sort en salle aujourd'hui partout en France. Merci à vous et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchot et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Auriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci à Sophie Marty et à François Bréus pour leur aide précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Ludovic Auger et à la vidéo Morgane Danan. Très bel après-midi sur France Culture.